Tu es Caropa? Sûr, hein? Je dirais que c'est un récit d'aventure à hauteur d'enfant qui mêle à la fois humour et magie et qui se passe dans des quartiers populaires. Et donc c'est avec des enfants issus des quartiers populaires. En fait, l'idée, elle est venue, moi quand j'étais très jeune. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les récits fantastiques, que ce soit en littérature, dans le cinéma ou dans les séries. Et en fait, ces récits-là, que j'adorais consommer, lire ou regarder, ça se passait toujours au Canada, aux États-Unis. C'était un certain profil d'enfant. Et en fait, je me disais, bah, tiens, ce serait quand même sympa d'avoir aussi un récit d'aventure avec des enfants qui me ressemblent, dans des quartiers. Et donc l'idée, elle est partie de ça, de ce désir de faire un film fantastique avec des enfants de quartier populaire et qui mettent en lumière aussi des problématiques qui sont liées à ces territoires-là. Donc voilà, c'est vraiment c'est né d'un manque de représentation dans ce type de récit et d'une envie d'apporter un peu de magie euh, dans un territoire que moi je connais bien. Alors, en l'occurrence, c'est vrai que de base, c'était pas une structure monoparentale. Là, c'est du fait du montage. À la base, il y avait un père qui était présent, mais quand on a monté le film, ben, c'était les moments de famille. Par exemple, à un moment donné, il y a une scène d'anniversaire. Le père était présent, mais dans le montage, on a finalement choisi de se concentrer sur le personnage d'Adam. Après, en ce qui concerne la responsabilité, c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse généralement sur les aînés d'une fratrie. Même en étant très jeune, on a cette responsabilité très tôt de devoir veiller sur nos petits frères et sœurs. Et donc c'est le cas pour Adam qui, même du haut de ses 13 ans, a cette énorme responsabilité de devoir veiller sur sa sœur. Moi, j'ai grandi dans une grande fratrie aussi, et je sais que ma grande sœur, mes grands frères avaient aussi cette responsabilité me concernant, et ça s'est fait très très tôt chez nous. Alors, il a été écrit dans un premier temps, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu de réécriture au montage. J'avais par exemple, au tout départ, je ne savais pas encore si je voulais garder une voix off ou pas, si je voulais qu'il raconte cette histoire ou pas. Et ça, c'est vraiment né au montage. À la post-production, on a retravaillé en fonction du montage qu'on avait. On a pu raconter cette histoire-là avec la voix off d'Adam. Ah oui, en vérité, je pense, mais c'est surtout que j'avais vraiment le désir, quand j'ai écrit le personnage de Seydou, c'est vrai que dès le début, j'avais pensé au comédien. Je l'ai écrit en fonction de Steve Chenche, que j'imaginais, j'aime beaucoup ce comédien-là, il a un vrai charisme. Et le personnage de Seydou, il me fallait quelqu'un avec une voix qui porte, qui soit grand, qui puisse impressionner des enfants et qui a une vraie présence à l'écran. Donc en vrai, je n'ai jamais imaginé le génie autrement que porté par ce comédien-là. Mais puis aussi parce qu'on est dans des quartiers populaires, donc potentiellement, ouais, j'avais peut-être envie aussi qu'il soit noir, enfin africain ou antillais, noir ou arabe. Et, mais la réalité, c'est qu'aussi il y a une proximité, ça crée une proximité avec les personnages d'Adam et Lina. Et ça, c'est une proximité qui est intéressante, même dans le fait que ce personnage-là a aussi vécu potentiellement les mêmes problématiques en tant que personne noire dans des quartiers, les mêmes problématiques que vont affronter Adam et Lina dans leur aventure. Alors oui, c'est vrai que c'est un personnage très... Il est rempli de contradictions parce que c'est vrai qu'il peut étonner dans son phrasé, dans sa façon de parler, que je voulais effectivement... alors, je sais pas si je peux dire ça, on verra si c'est gardé ou pas, mais c'est vrai que moi je croise parfois des personnes dans le métro qui font un peu fou et qui disent des choses, mais parfois ils disent des choses très intelligentes. Et tu te dis, ah tiens, lui il fait fou, mais en fait il dit des choses très intelligentes. Et c'est d'où le fait qu'il s'adresse, on a l'impression qu'il
il a cette façon de parler qui est un peu inappropriée devant des enfants. Mais moi, ça me faisait rigoler d'avoir un décalage entre son apparence et finalement ce qu'il va leur apprendre. Parce que c'est vraiment dans l'écriture du film, d'abord, puisqu'on est auteur d'enfants, d'abord on le voit un peu comme une sorte d'ogre, de quelqu'un qui fait très très peur, ensuite comme un génie malfaisant, il est la cause de leur malheur, pour ensuite se rendre compte que c'est un bienfaiteur. Et moi, ça me permettait aussi de parler du fait qu'il faut se méfier des apparences. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films, c'est de montrer que les monstres ne sont pas ce qu'on croit. Et que parfois, on a cette croyance d'imaginer qu'une personne, par rapport à ce qu'on en dit, etc., serait une mauvaise personne. Et en creusant, c'est pas le cas, et l'inverse également. Une personne qui paraît être très bien sous tout rapport, et c'est peut-être la personne qui nous fera du mal. Et donc Seydou, ça me plaisait énormément de faire de lui quelqu'un qui est craint et qui finalement ne mérite pas du tout cette réputation, parce qu'il a quand même cette sagesse qui me plaît beaucoup, et ce regard un peu finalement de grand frère, de quelqu'un qui transmet et qui sait la réalité du territoire, et qui sait que ces enfants-là vont devoir malheureusement apprendre rapidement qu'ils sont dans un territoire qui ne va pas les aider. Alors vraiment, moi ça m'intéresse aussi parce qu'on se rend compte qu'en vérité, les enfants sont pas forcément tant protégés que ça. Et je voudrais pas faire quelque chose alors c'est pas le bon terme, hypocrite, de se dire qu'on est dans une bulle qui protège les enfants. C'est extrêmement faux. Alors le langage grossier, c'est pas pour moi la violence la plus forte que vont subir ces enfants-là, parce qu'on a quand même un contrôle de police qui est fait sur des petits qui ne font rien, et ça c'est quelque chose de récurrent dans les quartiers. Donc la violence verbale me choque bien moins que la violence systémique. Et donc, beaucoup de personnes vont un petit peu tilter sur cette façon de parler du génie, mais on va pas se mentir, hein, les enfants, ils parlent entre eux, ils disent des gros mots, ils disent plein de choses, etc. C'est inapproprié, mais ça faisait aussi partie du personnage de parler comme ça. Cette réplique-là n'a pas toujours fait partie du film, mais à un moment donné, je sentais que moi-même, je censurais le personnage, et je me dis, mais non, en fait, c'est pas vrai. Vu tel qu'il est, il va parler comme ça. C'est problématique de parler comme ça, mais dans la vie de tous les jours, les enfants vont entendre certaines choses, et en vérité, comme je disais, cette violence-là n'est pas celle qui les atteint le plus, parce que dans la vie de tous les jours, eux aussi vont parler dans un langage très fleuri. Voilà. Alors oui, le jeu de l'acteur, après je pense que c'était un peu délicat pour lui, c'est toujours un peu compliqué de dire ça. Alors on se dit, est-ce que je peux... Mais là, on est dans une fiction et on est dans un personnage qui est assez haut en couleur, qui est assez particulier. Et en réalité, je pense que ça peut être un peu compliqué, mais les enfants n'ont pas la même oreille. Tu es Caropa, hein? Sûr, hein? Les gens vont continuer à dire que t'es un mytho. Mais je m'en fous. Ah non, c'est pas strict. Ah non, vraiment pas. Moi, j'ai une base. Et déjà, rien quand on travaille avec des enfants, on se rend compte que ils ont une façon de parler. Moi, le film a été tourné à Bordeaux, et les enfants de Bordeaux ont un argot qui est propre à leur ville. Donc moi, je leur disais, voici la trame, et si toi tu sens que tu dois le dire différemment, c'est ok. Et ça, je pense que il y a des comédiens qui sont très à l'aise avec un texte, et il y en a d'autres qui se disent, ah bah tiens, je pourrais modifier ça. Et moi, je suis complètement d'accord avec l'idée, à partir du moment où ça rend le jeu naturel et qu'on se sent plus à l'aise et que ça ne change pas l'histoire, c'est complètement ok. Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup l'ambiance de la nuit. J'aimais beaucoup l'ambiance de la nuit, j'avais hyper envie de... Après, c'est compliqué, hein. Ça, il y a l'envie qu'on a au début. On se dit, ça va être chouette, et qu'on est confronté à la réalité d'un tournage dans le froid la nuit avec des enfants, on se rend compte que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais j'aimais bien cette ambiance-là. Comme je disais, j'ai toujours
eu un goût particulier pour les films de genre ou le fantastique. Et le fantastique est beaucoup plus... Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus agréable le soir, c'est propice à plein de choses. Et encore plus quand on est avec des enfants, parce que la nuit, ça fait toujours un peu plus peur. Bon, même s'il s'agit d'une nuit d'hiver, donc c'est pas une vraie nuit. Donc c'est des enfants qui sont dehors à 18h, en vérité. Mais, euh, mais c'est beaucoup plus propice à l'installation d'une atmosphère un peu étrange, un peu, euh, un peu stressante. Effectivement, dans la mise en scène, on a des plans en contre-plongée pour accentuer ça, pour montrer un petit peu comment, justement, à hauteur d'enfant, on peut être hyper impressionné, comment un décor, d'un coup, devient... Enfin, moi, je sais que la nuit... un arbre peut faire beaucoup plus peur, on a l'impression on voit les branches souffler, on entend des bruits qu'on n'entend pas habituellement et on se prépare mentalement à avoir peur. Moi, en tout cas, enfant, c'est comme ça que j'y vais les nuits. Je me disais, tout fait beaucoup plus peur. Et donc, ça me plaisait de faire cette rencontre la nuit. D'ailleurs, c'est doux, on ne le voit que la nuit. On ne le voit que la nuit parce que justement, ça accentue toutes ces peurs qui sont liées à l'enfant, qui sont propres à l'enfance et qui sont à la fois des peurs, mais aussi des terrains de magie. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Alors, ce qui m'a motivée, déjà, je vais rebondir sur la question de l'âge. C'est vrai qu'Adam, 13 ans, c'est vraiment l'entre-deux. Il n'est pas encore suffisamment grand pour ne plus croire à ces histoires-là. On est vraiment à la jonction entre fin de l'enfance. Mais on peut encore croire à certaines choses. Bon, la petite, elle est encore en plein dedans. C'est la première à croire tout de suite. Lui, il est dans un entre-deux. Il veut faire le grand. Et je sais que moi, j'ai travaillé dans un collège, et c'est pour ça aussi que ça a aussi pu m'inspirer. J'ai pu montrer, faire lire les dialogues, l'histoire aux enfants, aux élèves que je côtoyais. Et donc c'est un âge assez, c'est choisi volontairement pour être dans l'entre-deux. Est-ce qu'on croit encore dans ces histoires-là, et en même temps on est un peu considéré comme pas encore un adulte, mais un ado. Et pourquoi le titre du génie? C'est parce que c'est vraiment le personnage, même si c'est le personnage qui apporte le fantastique, et c'était l'envie première du film. Et j'aimais bien aussi l'idée parce que finalement, en discutant un petit peu sur le scénario, c'est complètement conscient de ma part. Je sais que les vœux qui sont souhaités, ce sont des vœux qui sont dans la vie de tous les jours déjà présents. Le fait de ne pas croire des enfants ou de ne pas entendre des enfants, c'est un peu le quotidien de plein d'enfants en fait. C'est pas anodin parce que ça reste un film politique. Et j'ai choisi de nommer le génie parce qu'on peut se demander est-ce que ce personnage est un véritable génie dans le sens avec des pouvoirs magiques, ou est-ce que c'est pas un génie tout simplement, quelqu'un de très intelligent qui a compris qu'il avait affaire à des enfants qui pouvaient aider, qui avaient besoin de cette aide-là et qui a élaboré un plan génial pour pouvoir les réconcilier. Excusez-moi. Pour l'anecdote, l'extrait du dessin animé qu'on voit dans le film, c'est un extrait d'un film qui s'appelle Opale, d'un réalisateur martiniquais. Et ce film-là, c'est un film qui est en anglais de base, et donc en fait on a refait toutes les voix pour pouvoir en faire un génie. De base, c'était pas un génie dans ce dessin animé. Et donc j'ai refait les voix avec des enfants pour qu'on puisse faire croire que c'est un dessin animé qui parle d'un génie. Parce que je voulais effectivement mettre dans une ambiance et donner des indices voilà, un premier indice de ce qui va se passer. Voilà. Ils vont être confrontés, ils vont rencontrer un personnage extraordinaire, et ce personnage-là leur fera le don d'un vœu. Il faudra bien choisir, parce que justement ces phrases-là ont été travaillées. Le génie du dessin animé dit mais attention, la magie a des conséquences. Mais on l'entend pas très très bien, mais c'est vraiment une petite bille pour le spectateur. En fait, le message principal, c'est en fait ce que je voulais dans un premier temps, comme j'ai dit, c'était de montrer des invisibles, en fait, de montrer des enfants de quartier populaire dans un récit fantastique, aventure, et avec de la magie, de l'humour, mais surtout aussi, je voulais surtout pas nier la réalité du territoire, et de montrer qu'en fait dans ces territoires-là, malheureusement, les enfants de quartier vont être confrontés à plein de problématiques, les violences policières, la précarité, plein de choses en fait, et qu'il fallait
au maximum ne pas se tirer des balles entre nous, enfin ne pas comment dirais-je, pas s'attaquer entre nous, puisque de toute façon la société, le territoire n'est pas favorable à notre épanouissement, à notre émancipation. Donc il faut qu'on soit solidaire. Et je voudrais montrer que que c'était essentiel d'avoir une vraie fraternité et une compréhension mutuelle. Après, j'ai choisi de faire une sœur et un frère. Moi, je vais assez loin dans mon raisonnement, mais Lina, à la fin, elle a conscience du sacrifice de son frère, elle récupère sa voix, elle va pouvoir l'aider. Et parmi les nombreux drames qu'on a dans les quartiers populaires, il y a également le drame de Adama Traoré. Et d'ailleurs, le personnage d'Adam pouvait s'appeler Adama à un moment donné. Et le drame d'Adama Traoré, le meurtre des policiers, derrière, c'est sa sœur qui porte la voix et qui le défend. Et moi, c'était important pour moi de montrer qu'on a cette presque obligation d'être solidaire entre nous, de s'aimer et de se défendre mutuellement dans un territoire, comme je disais, qui n'est pas propice qui ne veut pas forcément nous voir nous épanouir. C'est une réalité sociale, les quartiers populaires. Et voilà, donc Lina qui récupère sa voix, c'est aussi une Lina qui va défendre son frère. En fait, moi, basiquement, c'était: est-ce que vous me croyez sur ce récit que je viens de vous raconter, et le récit dans lequel je vous explique que quelqu'un m'a maudit et que maintenant plus personne ne me croit? Est-ce que vous croyez tout ça? C'était vraiment le récit. Maintenant, j'aime bien ce fait de se dire: est-ce que vous croyez que j'ai changé? Je trouve ça très beau même aussi. Parce que d'une certaine manière, c'est aussi ça. Nous, on a un parcours, on a le sentiment qu'il a compris des choses, Adam, et qu'il a grandi. Mais il nous le dit aussi. Il y a quelque chose qui a tout changé. Au début du film, il s'est passé une dinguerie et ça a un peu tout changé. Et donc on a cette question qui vous êtes libre en tant que spectateur de le croire ou pas. Alors, je me rends compte, c'est beaucoup plus une continuité. Mon premier film, La Casette, c'était une comédie romantique, mais pareil, quand je l'ai faite, c'est un film que j'ai tourné à Grigny, c'est dans la banlieue, c'est dans le 91, c'est à la Grande Borne, une banlieue avec une réputation très sulfureuse. Voilà, on dit c'est de la bagarre, c'est plein de choses comme ça. Et moi, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'apporter une histoire d'amour là-bas. Parce qu'il y a d'autres récits qui sont possibles et qu'en fait, on en a marre de tout le temps stigmatiser une population. Donc j'ai fait un récit d'amour, mais qui n'avait lieu d'être que parce que c'était sur ce territoire en particulier et qui mettait en scène des personnes dont on pense que elles sont forcément que des délinquantes, que des agresseurs, que des choses comme ça en fait. Voilà. Et donc mon premier film, c'était cette comédie, une comédie beaucoup plus assumée. Deuxième film d'Orlis. Là, pareil, on est sur un film qui traite toujours avec des enfants d'une thématique lourde. Et j'avais envie de conduire qu'on puisse creuser d'abord sur une fausse piste. On a l'impression qu'on est dans un film fantastique, un peu film d'horreur. Et le film se révèle être un film très ancré dans le réel et qui parle d'une réalité violente, à savoir les violences sexuelles intrafamiliales. Mais le mot d'Orlis, c'est un mot en martiniquais qui désigne un esprit. Donc on est dans un truc un peu mystique, sauf que le film est très ancré dans la réalité. Et au final, le génie, c'est un peu ça. On est sur un personnage un peu on est plus dans de la mythologie, du fantastique, mais finalement le film reste très ancré dans le réel parce qu'il traite de thématiques qui sont très réelles et dont les personnes de quartier sont confrontées à ces thématiques-là. Et donc je pense que c'est vraiment une continuité, c'est à la fois le côté qui surfe sur les codes du fantastique comme d'Orlis et le territoire et l'humour de la Casette. Mais moi, j'étais tellement heureuse, j'avais tellement envie de faire ce festival. Et en fait, pour la petite anecdote, j'ai pas tout de suite su que j'étais sélectionnée parce qu'en fait, il y a eu un petit couac dans le mail de sélection. Donc nous, on l'a pas reçu. Et en fait, j'ai d'autres amis qui ont reçu le mail, donc je me suis dit je suis pas prise.
Et donc j'étais assez triste et je me suis dit bon ben voilà, une prochaine fois, j'étais assez triste et vraiment peut-être un mois plus tard, je reçois un message de ma boîte de production qui me dit oh, urgent, urgent, en fait il y a le Dakar qui nous relance parce qu'ils n'ont pas reçu de nouvelles de nous, mais en fait on n'a pas reçu le mail et je fais comment ça, on est pris? Il me dit oui, oui, oui. Et je fais oh, j'étais tellement contente et je me souviens j'étais avec un ami à moi qui est également sélectionné qui s'appelle Ashraoui, qui a le film La Sirène se marie. Et en fait, je lui dis, je suis sélectionnée à Dakar. Je savais qu'il y allait. Et en plus, moi, je me disais même, je suis pas sélectionnée, mais j'ai envie d'y aller quand même. Je vais quand même y aller en tant que spectatrice. En plus, tu es là. Et donc, en fait, quand j'apprends la nouvelle, mais j'ai été tellement heureuse, mais tellement heureuse. Je pense que ouais, c'est un très très beau festival. Et c'est une sélection qui me ravit à un point. Et je pèse mes mots. Ben, en fait, le court-métrage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je pourrais pas dire que c'est mon dernier. Mais je me laisse le choix d'en refaire. Et parfois, j'ai des petites idées. Je me dis, ah bah tiens, ce serait plutôt sympa. Il y a des idées qui nous viennent. On se dit, ce serait sympa en court, pas en long. Mais actuellement, je suis en train de développer le scénario de mon premier long métrage. J'ai intégré l'atelier scénario de la FEMIS, l'école de cinéma, et donc je développe le scénario de ce qui, j'espère, sera mon premier long métrage. Donc je suis en pleine écriture en ce moment. Moi, je reçois toutes les idées avec plaisir, en fait, à partir du moment où le projet il me plaît, qu'il y a une bonne connexion avec la personne. Mais moi, je suis prête pour plein de nouvelles aventures. Et en plus, je sais, voilà, au Sénégal, il y a beaucoup de films qui se font, il y a énormément de talents. Nous, on est conscient de tout ce talent-là qui est présent et on se dit mais moi, si j'ai cette opportunité-là, évidemment que j'aurais envie de la saisir sur un projet qui nous parlerait et oui, en fait, moi, mais j'ai très très envie qu'on vienne me parler et qu'on échange et qu'on regarde un petit peu ce qui se fait et ce qu'on peut faire. Non, je suis très ouverte. Ben, en tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi de répondre à vos questions. Merci pour les questions et même pour plein de points d'analyse qui, moi, me touchent en particulier. Ça me fait très plaisir. C'était un vrai moment super chouette à vivre, même si j'appréhendais énormément parce que je suis pas très... Moi, je suis super timide. C'est pas trop mon truc d'échanger, mais là, ça s'est fait avec un... Bah, j'espère en tout cas que ça vous a donné. Ah ben moi, c'est un plaisir partagé.